Donc, bienvenue, à tous. Chacun des intervenants vont se présenter, quand ils seront, au moment où ils feront leur présentation. Donc, moi, je suis, Laurence Fèvre et je suis responsable du centre, de référence sur les anomalies de développement au CHU de Dijon. Je suis généticienne et responsable de la filière de santé sur les maladies du développement qui s'appelle Handirard. Les journées telles qu'on vous les propose aujourd'hui ont été, conçues à l'initiative, d'une, biologiste de Marseille qui s'appelle, Amélie Piton et qui, est biologiste et chercheur et qui travaille beaucoup sur, des syndromes, rares, voire ultra rares et qui trouvait que ce serait très bien si jamais on pouvait, au niveau de notre filière, proposer des rencontres entre des familles, entre des cliniciens et entre des chercheurs qui s'occupent, qui sont intéressés par la même pathologie. Donc on a mis en place, avec Gwendoline Gio, qui est notre chargée de mission en charge de ces initiatives, on a mis en place ces rencontres depuis maintenant, je pense, 3 ans, qui sont bien appréciées avec des formats qui sont très divers, qui peuvent être ou présentiels, ou en ligne, suivant le nombre de personnes concernées, suivant le souhait des personnes de se rencontrer ou pas, suivant s'il y a déjà une association qui existe sur la pathologie donnée. Donc pour, TBR1, on n'a pas d'association et cette rencontre est particulière cette fois parce qu'elle a pour but, effectivement d'échanger nous tous, mais également pour but de vous informer, sur le développement d'un essai thérapeutique, que l'on est en train de mettre en place. Alors pourquoi donc ça, je vous ai expliqué pourquoi ces rencontres et pourquoi, particulièrement, TBR1, pourquoi l'équipe de Dijon en particulier? C'est parce que, Sophie Nambaud, Christelle Thauvin et moi-même, qui sont toutes les 3 dijonnaises, on a, il y a quelque temps, réalisé une, étude internationale qui a permis de décrire pour la première fois, des mutations du gène TBR1 à partir, d'une, s grande série dans l'échelle des maladies rares de patients, atteints de maladies rares et en l'occurrence, 25, à l'époque, avec une revue de la littérature, des situations qui avaient pu être, décrites de façon isolée et donc ça nous a donné une certaine lisibilité au niveau international sur, les mutations de ce gène et qui, nous ont permis, d'être, contactés par une équipe américaine, Sophie vous en parlera un peu mieux et qui nous a au final menés à la mise en place d'un essai thérapeutique sur des résultats qu'ils ont pu avoir sur, des modèles souris et qui nous ont engagés à proposer une étude, chez l'homme pour voir si le médicament qu'ils trouvaient très efficace sur la souris pouvait éventuellement l'être également chez l'homme. Donc tout ça, on en reparlera amplement tout à l'heure. Ça, c'était pour vous, faire, l'introduction de cet après-midi. Donc le programme tel qu'il a été conçu, je vais ensuite donner la parole à Sophie Nambaud, qui est donc, le médecin généticien qui a fait, le travail, dont je vous ai parlé au niveau international et qui sera donc qui vous présentera les aspects cliniques et génétiques, du syndrome lié à TBR1 et on a convié pour la partie discussion 2 personnes, donc le professeur Nadia Bailly-Buisson qui est neuropédiatre à l'hôpital Necker-Enfants Malades et le docteur Clément Simao de Souza qui est pédopsychiatre à Dijon pour, les questions que vous auriez éventuellement, un peu plus en détail sur les aspects neurologiques et psychiatriques, de la maladie. Donc ils interviendront dans la discussion. Donc là, on a prévu, jusqu'à 14 heures un échange, là-dessus suivant les questions que vous aurez. Donc les questions, vous pouvez les poser dans le chat ou, demander à lever la main ou prendre le micro parce qu'on n'est pas non plus très nombreux, donc ça devrait le faire. Et puis après, on va avoir pendant 1 heure et demie un échange par rapport à l'essai thérapeutique, que l'on met en place. Donc, je pense que nombreuses personnes d'entre vous, ont été informées par leur généticien
parce qu'on a donné, de l'information effectivement. Avant de mettre en place cet essai, on a eu, on a vu avec vos différents généticiens pour voir si c'était quelque chose qui pourrait vous intéresser, pour voir s'il y aurait assez de demandes en France pour construire un essai clinique qui est maintenant financé par le ministère de la Santé. Donc on vous présentera ça en différentes phases pendant 1 heure et demie. Après on aura un petit aperçu la base de données, Genida, qui est une base de données, vous le verrez, qui vous sera, présentée, qui est une base de données avec, participation des familles, ce qui est assez original parce qu'en médecine, on a beaucoup plus l'habitude des informations qui sont amenées par le corps médical et du coup, Strasbourg a une approche, très originale là-dessus. Et puis, 1/4 d'heure ensuite avec Juliette Lacronique, qui est notre chargée de mission responsable des associations, pour discuter si jamais, finalement au sein d'entre vous, dans votre groupe, il y aurait des envies de monter une association spécifique pour TBR1 et dans ce cas-là, d'être, éventuellement accompagné par, le service de notre filière qui peut faire ça. Et puis s'il y a des questions qui n'auront pas été, vues dans les différentes autres présentations, on pourra faire une nouvelle petite, séance de questions sur la fin. OK, merci. Du coup, alors moi, je suis Sophie Nambaud, médecin généticien au CHU de Dijon et je vais vous faire présenter les aspects cliniques et moléculaires du syndrome lié à des variations dans le gène TBR1. Alors, pour bien comprendre ce syndrome, je voulais faire un bref rappel sur le fonctionnement des gènes. Donc, dans chacune de nos cellules se trouvent tous nos chromosomes et chaque portion de chromosome correspond en fait à un gène. Et les gènes sont constitués de ce filament d'ADN qui est cette double hélice. Et à l'intérieur de ce filament d'ADN, il y a quatre molécules principales qu'on désigne par les quatre lettres A, T, G, C. Et en fait, l'ADN, c'est un enchaînement de ces quatre lettres, 4 molécules et pour chaque gène, il y a une séquence, bien précise, qui détermine, son fonctionnement et donc le gène TBR1, il est situé sur le chromosome 2 qui est commun aux hommes et aux femmes et il, s'exprime particulièrement dans les régions, cérébrales. Donc le gène, il est présent dans toutes nos cellules mais il va fonctionner particulièrement dans, les cellules cérébrales, notamment au niveau du cortex cérébral. C'est la partie la plus externe du cerveau, la substance grise on peut la déterminer comme ça et ce cortex, il contient, nos neurones qui ont une, fonction dans la motricité, la sensibilité, le langage, la mémoire, le fonctionnement intellectuel, donc c'est une partie très importante. Le gène TBR1 s'exprime aussi au niveau de l'amygdale. C'est une structure qui est située au milieu du cerveau et qui reçoit essentiellement les informations sensorielles pour les évaluer et après orienter les réactions du comportement. Ça fait partie du système d'alerte pour voilà, nous prévenir quand il y a un danger, mais il intervient aussi dans le décodage des émotions et dans une partie du fonctionnement de la mémoire. Pareil pour l'hippocampe, c'est une structure au milieu du cerveau qui joue un rôle très important au niveau de la mémoire, mais aussi dans l'orientation et le comportement. Le gène TBR1 s'exprime aussi particulièrement dans les bulbes olfactifs qui traitent les odeurs et dans le cervelet qui est la petite partie là en arrière et en bas du cerveau, un petit cerveau qui intervient essentiellement dans l'équilibre, l'équilibre moteur, mais aussi dans une moindre partie, moindre mesure dans le langage, l'attention et les comportements sociaux. Ça, c'est des fonctions plus récentes qui ont été identifiées dans le cervelet. Et donc, ce gène, il permet de fabriquer une protéine qui s'appelle la protéine TBR1. Je vais vous reprendre un peu le fonctionnement après, mais dans les grandes fonctions de cette protéine TBR1, il y a le développement et la migration des neurones, donc les cellules nerveuses qui permettent la transmission de l'information sous forme d'influx nerveux. Et cette protéine, elle permet aussi de réguler de manière directe ou indirecte plusieurs autres gènes et protéines hem, eux-mêmes impliqués dans le fonctionnement cérébral. Il y a beaucoup d'interactions, donc la protéine TBR1 ne fonctionne pas, seule en elle-même. Et donc pour comprendre un peu l'impact d'une variation génétique sur le fonctionnement du protéine, là j'ai repris un, un gène, par exemple le gène TBR1 avec une séquence, originale. Donc vous voyez, c'est une succession de lettres et il y a
2 brins qui sont complémentaires l'un de l'autre et cette succession de lettres donne une information qui va permettre de fabriquer la protéine TBR1 qui est constituée essentiellement de 2 hem, domaines bien fonctionnels, le domaine T-box et le domaine T-box associé. Donc c'est les 2 domaines, principaux de la protéine qui permettent, des interactions avec d'autres protéines, qui permettent, le fonctionnement de la protéine. Et quand il y a un changement dans la séquence du gène, un changement de lettre, vous voyez à ce niveau-là, eh ben, on peut avoir différentes conséquences sur le fonctionnement de la protéine, soit un fonctionnement partiel, soit une perte de fonction complète de la protéine. En comparaison avec, l'orthographe, si vous voulez, pour le mot maison, si on change une lettre, le S par un Z, on comprend toujours le sens du mot, mais on voit bien qu'il y a une petite, erreur. Donc là, la protéine, si on revient à la comparaison, peut être produite, mais pas tout à fait de manière optimale et elle peut avoir un fonctionnement partiel et par exemple, pour un autre type de variation, si on enlève carrément une lettre, eh ben, on peut avoir une perte complète du sens du mot et donc en comparaison, une perte de la fonction de la protéine qui ne va pas assurer, le développement des neurones de manière, correcte. Et ça, c'est pour, schématiser qu'on a différents types de variations génétiques possibles au sein d'un gène, soit un changement de lettre, soit la perte d'une lettre, soit la perte de plusieurs lettres, avec des conséquences différentes sur le fonctionnement de la protéine, qui peut fonctionner de manière partielle ou pas du tout. Et pour les données cliniques, donc grâce à l'étude qu'on avait pu réaliser, en 2020 sur, 38 patients, il y avait 25 nouveaux patients et 13 patients qui étaient déjà publiés par, d'autres, collègues, dans des articles scientifiques, mais avec, des signes cliniques peu détaillés. On a pu voir qu'il y avait, un décalage dans les acquisitions, motrices, dans surtout l'acquisition de la marche ou du langage chez tous les patients, avec un âge de la marche qui pouvait être légèrement à sévèrement retardé. Pareil au niveau du langage et l'atteinte sévère, elle était retrouvée chez environ la moitié des patients, une atteinte plus modérée chez 35 des patients et une atteinte légère chez 7 des patients. Et chez certains d'entre eux, on n'avait pas assez de détails cliniques. On avait noté aussi pas mal de difficultés au niveau du comportement, de difficultés dans les interactions sociales, dans la communication, chez environ 3 quarts des patients et puis, d'autres troubles sous forme de troubles de l'attention, une anxiété particulière ou une agressivité assez marquée chez certains patients. Au niveau du tonus musculaire aussi, on avait pu noter, chez environ 40 des patients qu'il y avait une hypotonie, un faible tonus musculaire, souvent marqué dans l'enfance qui diminue ensuite. Il y a des troubles de la motricité fine qui étaient décrits chez environ 35 des patients et chez quelques patients, il y avait des mouvements anormaux. Ça pouvait être des spasmes musculaires, des mouvements saccadés ou des tremblements et chez quelques patients également, des signes d'épilepsie, donc soit des signes visibles d'épilepsie sous forme de convulsions, soit des signes non visibles uniquement détectés à l'électroencéphalogramme. Et dans les autres signes, hors, neurologiques, on va dire, on a pu noter des troubles de la croissance avec un retard de croissance pendant la grossesse, enfin, en anténatal, retard de croissance intra-utérin chez environ un quart des patients, un retard de croissance qui était persistant après la naissance chez 20 d'entre eux environ et dans une moindre mesure, quelques patients étaient plutôt grands. Il y avait des difficultés alimentaires aussi qui étaient notées chez pas mal de patients, environ un quart d'entre eux, avec pour certains des troubles assez sévères qui nécessitaient une prise en charge assez, active et la constipation était un signe qu'on retrouvait assez fréquemment aussi. Au niveau morphologique, il y avait pas mal de patients avec une petite circonférence de la tête, c'est-à-dire une microcéphalie et quelques particularités au niveau du visage, mais sans qu'il y ait, véritablement un visage reconnaissable et spécifique de variation dans le gène TBR1. Et puis au niveau, osseux, il y avait quelques, particularités avec, des articulations assez souples, une hyperlaxité, une scoliose, mais qui reste un signe très fréquent chez les enfants, en population générale et quelques patients qui présentaient des pieds plats. Donc vous voyez, l'ensemble de ces symptômes ne sont pas, très spécifiques. C'est, difficilement reconnaissable juste à l'examen clinique, et c'est difficile de poser le diagnostic, lié, au gène TBR1 d'emblée. Ça nécessite des analyses, de plusieurs gènes, assez larges et c'est souvent par ce biais qu'on arrive à faire le diagnostic, mais ça explique la difficulté et le retard qu'il peut y avoir, à poser le diagnostic.
Pour la transmission, donc dans l'étude qu'on avait réalisée, pour tous les patients, les variations dans le gène TBR1 étaient nouvelles chez l'enfant. Elles étaient de novo, comme on dit en génétique, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas retrouvées à partir de la prise de sang des parents. Et donc ça veut dire que la variation, elle est survenue au moment de la fécondation. Et ça, c'est un mécanisme qui n'est pas rare en génétique, parce qu'au moment de la fécondation, l'ADN du père et de la mère qui se rencontrent et remaniés dans tous les sens. Il y a des recopiages et il peut y avoir une nouvelle variation qui survient à ce moment-là et qui est présente uniquement chez l'enfant. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on voit assez souvent en génétique et après, pour une personne qui est porteuse d'une variation à risque dans le gène TBR1, eh ben, il faut savoir que tous nos chromosomes, fonctionnent par paires. Donc on a tous nos chromosomes dans les cellules en 2 exemplaires et donc tous les gènes qui se situent dessus aussi sont présents en 2 exemplaires. Et pour TBR1, il suffit qu'il y ait une variation à risque sur une des 2 copies du gène pour que, les signes de la pathologie soient, présents. Et pour quelqu'un qui est porteur d'une telle variation, du coup, il y a un risque sur 2 de transmettre la copie à risque à chaque grossesse et une chance sur 2 de transmettre la copie non à risque, que ce soit, pour une fille ou pour un garçon. C'est, une transmission, voilà, liée au hasard d'une des 2 copies du gène, soit celle avec la variation, soit celle sans la variation. Et avec l'étude qu'on avait réalisée aussi, on n'a pas observé de corrélation, spécifique entre le type de variation ou la localisation de la variation dans le gène et des signes cliniques, précis. On n'a pas réussi à établir une corrélation, très spécifique. Il y a une grande variabilité des signes cliniques chez des personnes porteuses de la même variation génétique ou de variations qui impactent le même domaine, de la protéine. Donc ça suggère qu'il y a plusieurs facteurs biologiques modificateurs qui, régulent l'expression du gène, qui impactent, de manière différente chaque personne. Et pour, terminer, je voulais faire un point sur les groupes de, patients qui existent, notamment sur Facebook. Moi, j'ai pu, répertorier au moins 5 groupes existants qui sont pas, spécifiquement, français, mais voilà, qui ont le mérite d'exister avec, un échange possible entre les familles, concernées et il existe aussi, un forum de discussion, là, pour le coup, en français, consacré aux maladies rares avec une page spécifique pour le gène TBR1 sur le site Maladies rares info, service. Donc je vous ai mis l'adresse là, j'ai mis l'adresse spécifique de la page sur le gène TBR1 où là, c'est essentiel, enfin, c'est des discussions, en français. Et on avait aussi participé à l'écriture de ce dépliant que vous voyez sur la droite, à l'initiative de l'association, Unique, qui est un organisme anglais qui a pour but de soutenir, informer et intégrer dans un réseau les familles concernées par un trouble génétique rare. Et donc on a rédigé ce dépliant, sur le syndrome lié à des variations dans le gène TBR1 qui, résume les signes cliniques, le mécanisme génétique, les prises en charge possibles. Donc voilà pour les aspects cliniques et moléculaires et maintenant on va pouvoir, passer aux échanges avec le professeur Nadia Bailly-Buisson de l'hôpital Necker et le docteur Clément Simao de Souza, pédopsychiatre au CHU de Dijon. Comme, Laurence l'a dit tout à l'heure, c'est des chercheurs américains, qui, travaillaient sur des, modèles animaux, notamment les souris, et qui s'intéressaient particulièrement à ce gène TBR1. Voilà, tu peux mettre la diapo d'après, s'il te plaît? Voilà, donc cette, équipe américaine travaillait particulièrement sur le gène TBR1, mais dans un cadre de recherche, donc sur des modèles murins, enfin des souris, et ils ont pu montrer que les souris porteuses d'une variation, pathogène du gène TBR1 avaient des anomalies au niveau des neurones, un nombre insuffisant ou des anomalies de forme, de localisation des neurones et des troubles des interactions sociales. Ils ont pu étudier le comportement, de ces souris avec, variation génétique et là, les images à droite pour vous montrer
rapidement, hein, mais quand on a chez une souris en haut, à gauche qui n'a pas de variation, dans le gène TBR1, les 2 copies du gène qui fonctionnent bien, vous voyez au niveau du cortex, on a 2 couches bien délimitées, alors que tout en bas, quand il y a une variation sur chaque copie du gène TBR1, on voit qu'il y a une désorganisation de ce cortex et de ces différentes couches. Pareil sur les images d'après, là, où il y a les couleurs vertes et rouges. Et pareil au niveau de l'hippocampe, la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une organisation bien conformée, délimitée, quand il n'y a pas de mutation dans le gène, contrairement à une désorganisation euh, plus importante au niveau anatomique quand il y a une variation dans le gène TBR1. Sur la diapo d'après, là, donc c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, du lithium parce que c'est, aussi avec cette molécule que, les chercheurs américains ont travaillé et c'est une molécule, le lithium est enfin la molécule qui fait partie du médicament, qu'on connaît, lithium. Dans ses effets, on sait que, il intervient dans différentes voies métaboliques et notamment il permet de stimuler une voie en particulier qu'on appelle la voie Wnt, qui joue un rôle particulier au niveau cérébral. Après, il y a d'autres fonctions, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et l'étude des chercheurs américains, donc cette équipe, en 2020, ils ont observé que chez la souris, avec une variation dans le gène TBR1, il y avait une réduction de cette expression de voie Wnt au niveau du cortex cérébral. Donc, ils ont fait l'essai d'injecter du lithium chez les souris et ils ont vu qu'il y avait une correction au niveau du cortex cérébral chez ces souris avec variation du gène TBR1. Là, vous voyez sur la droite l'image à le neurone de gauche en rose, ça c'est une cellule neuronale qui est représentée. On voit qu'elle est bien conformée et puis qu'il y a de nombreux éléments qui permettent des connexions entre les différents neurones, tous les petits pics qu'on voit aux extrémités. Et quand il y a une mutation dans le gène TBR1, donc l'image du milieu, on voit que le neurone est beaucoup plus fin, beaucoup plus grêle, avec moins de connexions possibles. Et après injection du lithium, la dernière image à droite, on voit que le neurone est un petit peu plus épais et puis que les connexions aux extrémités sont un peu plus développées. Donc c'est ça qu'ils ont observé après de longues études, différents essais, des études de cellules au microscope qui ne sont pas toujours faciles à réaliser. Mais du coup, c'est sur ce principe-là qu'ils se sont dit que peut-être le lithium pouvait potentiellement avoir le même effet chez l'homme. Mais après, c'est cette transition souris-homme qui est difficile à établir. Et ça, c'est pour vous montrer la grande complexité du fonctionnement du gène TBR1 qui interagit avec beaucoup d'autres gènes. Et pareil pour la protéine, elle interagit avec beaucoup de protéines. Et c'est des voies de signalisation au niveau biologique qui sont très complexes avec beaucoup d'intervenants par des mécanismes de stimulation ou d'inhibition. Et voilà. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais tous ces intervenants participent au développement des connexions entre les différents neurones et qui font que l'influx nerveux et les informations au niveau cérébral circulent plus ou moins vite. Et donc pour les effets du lithium spécifiquement chez les souris avec variation du gène TBR1, donc ils ont pu observer qu'il y avait une augmentation du nombre de synapses, c'est-à-dire les connexions aux extrémités des neurones, que ce soit chez les souris enfants, on va dire, très jeunes. Au début, ils avaient fait des études que sur des souris très jeunes, mais on sait que le cerveau est assez plastique et peut se développer avec l'âge. Et ils avaient observé de bons résultats avec une augmentation du nombre de neurones après injection de lithium. Et on leur a dit ce serait bien aussi de pouvoir faire des études chez des souris adultes où on sait que le cerveau est un petit peu moins plastique, mais ils ont observé quand même une amélioration du nombre de synapses au niveau de ces neurones. Donc juste pour vous représenter, en bleu, ça concerne les souris avec une variation dans le gène TBR1 et les schémas représentent la densité, le nombre de synapses. Et on voit qu'après injection de lithium, donc les barres sur la droite, il y a une augmentation du nombre de synapses, que ce soit des synapses excitatrices ou inhibitrices. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail non plus.
Et la dernière diapositive, c'est sur les interactions sociales. Donc là, ils ont pu évaluer le temps d'interaction sociale de ces différentes souris. Pareil, en bleu, ça concerne les souris avec une variation dans le gène TBR1. Et on peut voir qu'en solution saline, sans médicaments, les interactions sont plus faibles que chez des souris qui n'ont pas de variation génétique. Et après injection de lithium, on voit une amélioration de ce temps d'interaction sociale, pourcentage de temps d'interaction sociale. Et pour la diapo d'après, donc là, c'est un petit peu chargé, mais c'est pour vous dire qu'il y avait eu d'autres essais thérapeutiques incluant le lithium, étudiant le lithium, notamment une étude chinoise sur 124 enfants qui présentent une déficience intellectuelle, où ils ont administré pendant 3 mois du lithium et ils ont observé une capacité d'adaptation et une performance globale qui se sont améliorées par rapport au groupe contrôle qui avait un médicament placebo non actifs. Et au niveau des effets secondaires, ils ont observé principalement des effets légers et réversibles. C'était principalement des troubles digestifs, chez 4 patients, des signes neurologiques, parfois une polyurie, donc ils allaient souvent aux toilettes et dans les autres, il y avait d'autres, effets indésirables ponctuels retrouvés chez, peu de patients. Donc le lithium pourrait être un traitement d'intérêt dans d'autres maladies génétiques avec des troubles du neurodéveloppement. Ça a été suggéré dans d'autres études, dans d'autres syndromes génétiques ou la déficience intellectuelle au sens large, sans vraiment un gène identifié, mais sans que les résultats soient véritablement probants, hein, parce que ça, voilà, ça a pas il n'y a pas forcément eu de suite, mais il y a un syndrome, en particulier qui est étudié en ce moment, c'est le syndrome de Phelan-McDermid qui est lié à une atteinte du gène SHANK3 et les mécanismes pathologiques sont assez proches, du gène TBR1 et il y a pareil une étude en cours à l'hôpital, Robert Debré avec le lithium chez des patients avec, variation dans le gène SHANK3. Et je crois que j'avais pas d'autres, diapos après. Donc, moi, je vais vous faire une présentation alors sur la construction de l'essai clinique. Donc, c'est un travail qui a mobilisé beaucoup de personnes au niveau de nos centres à Dijon, mais également d'autres neuropédiatres neuropédiatres, pédiatres, neurologues, psychiatres, parce que, comme on va le voir, les essais cliniques dans le secteur des maladies du neurodéveloppement sont assez peu développés. Donc il y a eu pas mal de discussions qui ont eu lieu ici, qui ont, mobilisé pas mal de monde pour essayer d'arriver aux meilleures conclusions possibles. Donc parmi les personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui ont été particulièrement, actifs dans la construction de cet essai, donc il y a le docteur Nambo que vous avez déjà, entendu, le docteur Lou que vous allez, voir tout à l'heure, que vous avez déjà vu, mais vous allez voir tout à l'heure, le professeur Bardou qui travaille avec lui au centre d'investigation clinique et Agnès Morer qui est derrière moi, qui est coordinatrice opérationnelle de recherche. Il y a eu bien d'autres personnes, mais en tout cas celles qui sont, que vous voyez connectées aujourd'hui. Alors moi, ce que je vais vous présenter ici, c'est pour que vous compreniez un petit peu comment on passe, eh ben, d'une sollicitation, des Américains, des chercheurs qui ne connaissent pas qui n'ont pas de contact avec les familles, et qui vont nous solliciter en nous disant: «Nous, on croit à ce qu'on a identifié et comment on peut faire pour, traduire les choses en essais cliniques, combien de temps ça dure, ce qu'on a dû faire, quelles questions on a dû se poser» et cetera. Donc déjà, un point pour, vous mentionner que la recherche clinique, elle est indispensable pour faire avancer les connaissances et que quand il y a une piste comme celle-là, on pourrait se dire: «Bah, le lithium, c'est un médicament qui est super connu, qui est disponible en pharmacie. Pourquoi on ne l'essaierait pas comme ça tout simplement, chez les personnes?» Mais le problème, c'est que, essayer des choses de façon individuelle n'ont pas de valeur
et que si jamais on veut après avoir des conclusions qui puissent être donner des retombées fermes sur le soin, il faut passer effectivement par l'étape de la recherche. Et si jamais en fait on peut espérer éventuellement qu'un médicament puisse être utilisé, eh ben, il faut passer effectivement par la case essai clinique. Mais vous le verrez dans des situations où on est sur des hypothèses et pas des certitudes, parce que très clairement, là, ce qu'on vous présente, c'est une hypothèse. On n'a absolument pas les connaissances à l'heure actuelle pour dire que ce médicament va être efficace chez les personnes atteintes. C'est pas parce que ça marche chez la souris que ça marchera forcément chez l'homme, donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc ça veut dire que, la phase pour essayer de répondre à la question va être de faire les choses dans une grande rigueur, scientifique. Alors les essais thérapeutiques, bah, c'est un long processus et en fait, là, on vous présente les choses maintenant, mais ça fait, maintenant, au moins 2 ans qu'on travaille, sur, ces phases de mise en place d'un essai clinique, ne serait-ce que pour avoir le financement pour. Parce que, vous allez le voir que compte tenu de ce qu'on doit faire, ça nécessite effectivement d'avoir un financement. Donc et évidemment, avant d'être contactés, bah, il y a eu tout ce que les chercheurs ont dû eux-mêmes faire, ce qu'on appelle en fait la recherche fondamentale et la recherche préclinique. Donc tout ça, ça prend déjà des années, mais ça, c'est du travail qui est déjà réalisé, en tout cas pour ce vers quoi, on va. Et donc on part avec une hypothèse qui vient de la recherche fondamentale. Ensuite, on entre dans la phase de recherche clinique et là, étant donné que c'est un médicament qu'on connaît déjà, on est, essentiellement quand même sur une phase qui va être, à ce niveau-là, qui va être du coup évaluer, la sécurité et l'efficacité du médicament. La sécurité est connue, mais pas en lien avec TBR1 et donc on fait un essai clinique qui va être surtout sur ces, d'évaluer la sécurité et l'efficacité du médicament. Après, il peut y avoir des phases supplémentaires, bien sûr, pour que, le médicament, si jamais ça marchait, puisse, être disponible en pharmacie. Alors, les points qui ont été extrêmement importants, c'est de l'écriture du protocole. On doit venir avec un document qu'on va, présenter aux autorités, déjà pour nous être financés, puis pour que l'essai soit accepté et donc pour ça, il faut déterminer quels sont les objectifs que l'on veut. Qu'est-ce qu'on se met comme, objectif pour mesurer que le médicament va être, efficace et que la sécurité va être bonne chez les personnes concernées. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec, un groupe pluridisciplinaire. Ensuite, on a dû déterminer la durée de l'étude. Là-dessus, c'est un point sur lequel on a été très, très vigilant parce qu'il y a eu pour l'instant assez peu d'essais cliniques dans les maladies du neurodéveloppement et il y en a eu beaucoup qui se sont soldés par des échecs parce que les essais étaient trop courts. Parce on essayait un médicament pendant, par exemple, 6 semaines et 6 semaines, c'est très, très court pour mesurer une efficacité au niveau du cerveau. Donc là, nous, dès le départ, on a, souhaité que ce médicament soit, à l'essai pendant une durée de 2 ans pour qu'on puisse voir les effets que l'on pourrait, espérer avoir. Ensuite, on a dû déterminer quelles étaient les échelles qu'il fallait utiliser pour, identifier une amélioration sous traitement et les échelles, eh ben, il fallait à chaque fois qu'elles soient adaptées aux âges et aux différents degrés de sévérité des enfants et des adultes. On a vu du coup que, on avait, des degrés de sévérité différents. Il y a des fois dans des essais cliniques où il y a beaucoup de personnes atteintes, hors maladies rares, on va dire, on peut décider de dire: «On va faire des essais cliniques que chez les plus graves ou que chez les plus légers», pour essayer d'avoir, que les pers que qu'on n'ait pas une grande hétérogénéité chez les personnes qui vont bénéficier du médicament à l'essai. Mais ici, pour TBR1, on a estimé que, on était sur une maladie qui était trop rare pour se dire qu'on allait, déterminer
un degré de sévérité et même des âges. Dans des pathologies plus fréquentes, parfois on peut dire: «Bon, on va débuter chez l'adulte et puis si jamais chez l'adulte ça va bien, on fera chez l'enfant». Dans les maladies du neurodéveloppement, on n'a pas trop envie de raisonner comme ça parce qu'on se dit quand même que, plus on est tôt, plus on peut espérer éventuellement avoir, une amélioration. Encore une fois, ça c'est des suppositions, on n'en a pas de certitude, mais en tout cas, c'était un souhait de ne pas, dire: «On fait que chez les plus vieux». Hem, il était aussi important qu'on propose un essai qui soit acceptable. C'est-à-dire que si jamais on vous demandait de venir à Dijon toutes les semaines, par exemple, évidemment, l'essai n'était pas réalisable parce que c'est pas quelque chose qui serait possible ni acceptable. Ce qui veut dire que vous verrez, on a pensé à mettre en place, en fait, des centres de proximité où vous pouvez faire, la majorité de vos visites et de venir ici à Dijon que, pour les grosses visites. On va vous présenter ça. Et puis, il y a la question du placebo que je vais aborder, juste après. L'autre point, c'est qu'il fallait aussi pouvoir se procurer le médicament à l'essai et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions parce que le lithium, il existe en pharmacie. C'est un médicament qui est pas cher, mais par contre, il est pas disponible à petite dose et du coup, pour ça, on a dû travailler avec, l'équipe de Robert Debré qui faisait un essai, dont vous a parlé Sophie, sur une autre maladie rare et qui avait ce médicament à petite dose. Et puis enfin, il fallait aussi déterminer quels étaient les calculs statistiques qui pourraient être réalisés pour essayer de voir si, pour essayer de prouver que ce médicament peut avoir, de l'efficacité. Alors je vous avais dit que je vous reparlerais du placebo. Le placebo, c'est quelque chose qui est très, hem, promu dans les essais thérapeutiques où, on sait qu'il peut y avoir parfois des améliorations qui sont juste dues au fait que le fait de prendre un médicament peut, parfois donner l'impression que les choses s'améliorent. Ce qui veut dire que les autorités, habituellement pour, juger qu'un médicament est efficace, ils demandent à ce qu'il puisse y avoir un groupe qui peut avoir le placebo et un groupe qui peut avoir le médicament. Nous, on a estimé, on vous en reparlera après, que c'était pas acceptable de mobiliser la moitié des personnes pour n'avoir qu'un placebo, compte tenu du fait que ce médicament, il doit être surveillé. Donc je vous montrerai quelles propositions on a fait pour s'affranchir de, proposer que du placebo à certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui peut effectivement, aider, qu'il y a un placebo ou qu'il n'y ait pas de placebo, qui est la notion de randomisation. Donc ça, je vais revenir dessus parce qu'il y aura une randomisation dans l'étude et cette randomisation, elle va toucher le moment où on va débuter le médicament et ça, du coup, c'est notre parade pour, faire en sorte que tout le monde ait le médicament, à l'étude et qui peut faire qu'on peut, effectivement convaincre les autorités qu'il puisse y avoir une différence. S'il y en a une, bien sûr, ce qui encore une fois n'est pas une certitude. Alors les personnes qui sont utiles quand on parle d'un essai thérapeutique, les qui vont, être, avoir à faire quelque chose autour de l'essai, il y a déjà les autorités. On va revenir dessus. C'est ceux qui vont donner les autorisations. Et donc, pour donner les autorisations, ils vont justement regarder le protocole, estimer que tout est dans les règles de l'art, que c'est fait avec une, certaine, sécurité et dans le respect de tout ce qu'il faut pour, les personnes. Donc à l'heure actuelle, l'essai thérapeutique qu'on va vous présenter, il est financé, donc il a été revu par des experts et maintenant la phase d'après est justement passer, au niveau des autorités. L'idée était de le faire juste après vous avoir eu, au cas où il y ait des éléments dans ce qu'on va vous présenter que vous allez estimer ne pas pouvoir,
marcher. Mais a priori, je pense qu'on l'a assez bien pensé pour que, ça puisse être le plus acceptable possible. Il y a aussi un promoteur. Donc un promoteur, c'est celui qui qui va être responsable de l'essai et ici, ce sera le CHU de Dijon. Il y a l'investigateur et son équipe. Donc là, l'investigateur, c'est le docteur, Nambaud avec, les différentes personnes, autour, d'elle, dont, tous ceux qui vont présenter aujourd'hui. Et puis, il y a le participant qui va être, ici des personnes atteintes. Et donc, le promoteur, donc le CHU de Dijon, va, présenter, envoyer le protocole au comité de protection des personnes qui doit donner un avis favorable et en parallèle, en même temps, à l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui va aussi donner une autorisation et qui, du coup, marquera le début de l'essai. Et donc évidemment, il est interdit de débuter un essai sans avoir le feu vert par ces 2 autorités. Au niveau des déclarations, cet essai va être déclaré, dans, un registre qui s'appelle Clinical Trial, ce qui fait qu'à partir du moment où il va débuter, tout le monde, dans le monde entier, sera au courant qu'il va y avoir un essai qui va, regarder l'efficacité et la sécurité du lithium chez les personnes porteuses de mutation TBR1. Donc, au moment du début de l'essai, ça sera quelque chose qui va être rendu public. Et puis, il y a eu une démarche qui a déjà été réalisée, qui a été de, faire une désignation médicament orphelin auprès de l'Agence européenne du médicament, qu'on appelle l'EMA, et qui a du coup donné, son accord pour une désignation médicament orphelin pour le lithium, chez les personnes liées, qui ont des mutations TBR1. Et donc, l'Agence européenne du médicament, on a été également reçus par eux, pour présenter donc en anglais le protocole que l'on, propose. Donc là, c'est une présentation que je vous ferai, conjointement avec, le docteur, Lou sur la partie, qui reprendra la main au moment, de la partie pharmacologique lithium. Vous voyez bien aussi cette nouvelle présentation là, c'est tout bon à l'écran? Oui, oui. Oui, c'est parfait. OK. Donc cet essai, il s'appelle ESALIT, E pour efficacité, enfin en anglais, efficacy, S safety, qui est la sécurité, et lithium, TBR1. Alors l'objectif principal, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait dû déterminer quel était l'objectif principal, de, notre essai. Donc ce qu'on a déterminé, c'était d'évaluer l'effet à 24 mois de traitement par lithium sur les troubles neurocognitifs liés à TBR1. On a estimé que ce qui était le plus gênant, effectivement, pour vous tous, étaient les troubles neurocognitifs. Et donc, le critère d'évaluation qu'on a mis en place, c'est de se servir de l'échelle de Vineland, qui est une échelle que les parents remplissent, avec, l'aide d'une neuropsychologue, heu, pour regarder, en fait, plein de choses sur le quotidien de votre enfant, qu'il soit enfant ou adulte. Et on a estimé, donc c'est une échelle qui a déjà été, dont l'intérêt a déjà été validé dans des essais cliniques dans le neurodéveloppement, et on a estimé qu'il fallait s'améliorer de, 4 points pour, estimer qu'on aura une efficacité au niveau de notre objectif principal. Donc on n'est pas sûr que ça sera le cas, c'est quelque chose qu'on saura à la fin de l'essai. À côté de ça, étant donné qu'on n'était pas sûr que ce serait quelque chose qu'on pourrait améliorer, il y a aussi tout un lot d'autres choses qu'on va regarder, qui vont être les effets du lithium sur le comportement, sur le quotient intellectuel, sur les troubles du spectre autistique, sur la qualité de vie et sur les symptômes épileptiques pour ceux qui en auraient. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'on ait des améliorations pour certains éléments, pour aucun des éléments, comme pour tous les éléments. C'est quelque chose que l'on ne peut pas savoir à l'avance. Et donc à côté de ça,
aussi dans les objectifs secondaires, on a aussi la sécurité du médicament avec les effets indésirables dont, le docteur Lou vous reparlera. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé sur qui pourrait participer? Donc, comment on peut participer à cette étude? Déjà, il faut qu'il y ait forcément le consentement, alors de la personne, si c'est une personne capable de donner son consentement et qui peut le faire. Sinon donc de ses 2 parents ou tuteurs légaux. Bon, s'il y a qu'un seul parent, bah, c'est qu'un seul parent qui signe, mais si les 2 parents ont l'autorité parentale, les 2 doivent donner leur accord. Il faut que, l'enfant ait plus de 6 ans au moment de l'inclusion. Ça, c'est dû au fait que normalement le lithium est un médicament qui a une autorisation à partir de l'âge de 12 ans et que, du coup, donc l'âge de 12 ans serait l'idéal pour débuter le protocole, mais du coup, on n'a pas exclu de pouvoir inclure également des personnes entre 6 et 12 ans. Il fallait forcément qu'il y ait un variant pathogène ou probablement pathogène dans le gène TBR1, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est le cas. Et il faut être on doit être vigilant par rapport aux autres médicaments. Il faut que, le reste des médicaments que, vous ayez soit stable. C'est-à-dire qu'on n'inclura pas dans l'étude quelqu'un à qui on vient de donner un médicament, 2 semaines plus tôt. Parce qu'on estime dans ce cas-là que c'est pas forcément stable et du coup, il faudra attendre que le médicament soit donné depuis plus de 2 mois pour pouvoir participer à l'étude. Si jamais on est, si jamais on est sur une personne qui est en âge de procréer, il faut une contraception efficace durant le traitement et si on est pour des mineurs, d'ailleurs mineurs ou pas mineurs, d'ailleurs, il faut qu'il y ait un accompagnant qui soit disponible à chaque visite. Les points qui pourraient faire que vous pourriez ne pas participer à l'étude, eh ben, ça peut être, si jamais il y avait des médicaments qui étaient contre-indiqués avec le lithium ou des pathologies chroniques qui, interagiraient avec les effets secondaires du lithium. L'autre point qui pourrait faire que vous ne pourriez pas participer, c'est si jamais, il y avait quelqu'un qui avait 2 maladies génétiques en même temps et une autre maladie génétique avec un trouble du neurodéveloppement qui fait qu'on ne pourrait pas bien regarder l'efficacité du lithium pour TBR1. Mais ça, c'est quand même très exceptionnel et j'ai pas notion, qu'il y ait des personnes concernées, mais après on ne connaît pas tout le monde. Et puis l'autre point, ça pourrait être aussi une épilepsie qui serait vraiment pas du tout stabilisée. L'autre point qui pourrait faire qu'on ne pourrait pas participer, c'est, un enfant ou un adulte qui, ne pourrait pas du tout réaliser des prises de sang parce qu'il doit y avoir des prises de sang pour équilibrer le médicament et ça pourrait être aussi, une personne qui ne pourrait pas prendre le comprimé de l'étude, même si ce comprimé, il peut ne pas être cavalé. Mais ça, Maxime en reparlera. Alors voilà comment on a pensé l'étude. Déjà, le premier point, donc, c'est que, comme, on vous l'a dit, on va s'entourer de vos centres de proximité. C'est-à-dire que l'idée est que vous ne veniez à Dijon qu'une fois tous les 6 mois pendant la durée de l'étude, pour que ce soit le moins lourd possible. On part du principe du coup que, l'inclusion va être réalisée dans votre centre de proximité, que vous n'aurez pas besoin de venir pour ça. Ce sera l'endroit où on regardera s'il y aura pas de contre-indication à l'étude et on vous fera signer le consentement disant que vous êtes d'accord pour participer pour ceux qui le voudraient. Avant, on a tout à fait la possibilité avec, Sophie et Maxime de faire des téléconsultations pour parler de l'étude, pour que vous ayez parce que dans les centres de proximité, ils pourraient avoir moins d'informations qu'on en a puisqu'on a été à l'origine de la mise en place de cette étude. Ce qui fait qu'on peut faire, des visios, si jamais vous posez la question, d'ailleurs on en fera une plus qu'on pourrait faire parce que c'est quelque chose qu'on fait toujours pour voir si jamais, il y a une adéquation, d'autant plus si jamais il y a plus de personnes qui souhaitent participer que de places dans l'étude. Puisqu'on est parti sur, un essai avec une participation de 10 personnes. Hem,
Donc, une vision en amont, l'inclusion qui sera réalisée dans votre centre de proximité et après une première évaluation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, notre but a été de ne pas donner de placebo pendant toute la durée de l'étude, ce qui impose de connaître bien mieux qu'on ne le connaît actuellement, ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire que pour éviter de donner du placebo et que des personnes n'aient pas le médicament à l'étude, il va falloir qu'on puisse décrire comment, dans une durée de 6 mois sans médicament, comment les personnes sont susceptibles de pouvoir évoluer. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'amélioration spontanée autre que l'amélioration spontanée liée à l'âge. Évidemment, un enfant, 6 mois plus tard, et c'est une pathologie où on fait des progrès, hein, on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait que ces progrès-là, on sait les mesurer habituellement. Et donc, sur une durée de 6 mois d'observation, on doit être capable de dire qu'il n'y a eu qu'une amélioration due au fait que chaque enfant a 6 mois de plus. Donc, il va y avoir au début une évaluation avec des bilans qui seront faits à Dijon. Et donc après, on revoit la personne à 6 mois, on refait la même évaluation et normalement cette évaluation doit être stable, en dehors du fait que votre enfant ou enfant adulte aura 6 mois de plus. Après, donc ces 6 mois d'observation pour tout le monde, donc là où vous n'aurez rien d'autre à faire dans vos centres, il y aura juste, si, il y aura quelques coups de fil, mais du coup, il n'y aura pas d'autres visites. Vous aurez du coup une évaluation à Dijon, une deuxième évaluation à Dijon au bout de 6 mois, pour regarder les bilans. Alors, quels sont ces bilans? C'est des bilans neuropsychologiques divers. Donc, dedans, il y a un test de QI, oui, mais ce test de QI, en fait, on ne peut pas le refaire souvent. Donc, il sera fait qu'au début et à la fin. Les autres tests ne seront pas des tests de QI, mais des tests de comportement divers. Il y a toute une batterie de tests qui existent au niveau neuropsychologique, dont ces fameuses échelles de Vineland, des échelles qui seront réalisées chez votre enfant ou sur interrogatoire chez vous. Il y aura aussi des tests de qualité de vie, divers tests. Ça, on peut, si vous voulez, répondre dans la partie questions. Si certains sont calés en test, on peut vous donner les noms. Après ça, comme je vous disais, notre but toujours, ça a été d'éviter la phase placebo. Et donc, voilà comment on a pu l'éviter. Donc, avec une grosse, beaucoup de discussions qui ont même été des discussions au niveau international, qui a été justement cette fameuse randomisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très importante dans les essais cliniques. Et bien, ce qu'on a proposé, c'est que la randomisation arrive à ce moment-là, au bout des 6 mois d'observation, avec la moitié des personnes qui vont être tirées au sort et qui vont débuter leurs 24 mois de lithium, et l'autre moitié qui vont être randomisées pour une nouvelle phase d'observation, mais qui le sauront, hein, qui ne débutent pas le médicament. Donc, il n'y a pas de placebo dans cet essai, mais on quand même la possibilité de voir une différence. Et là, donc, si jamais on a une amélioration sous lithium, on va pouvoir démontrer que dans ce groupe randomisé avec observation de 6 mois de plus, eh ben, l'amélioration ne débutera pas pendant la phase d'observation. Donc, c'est un design assez élégant qu'on a pu mettre en œuvre, qui évidemment, il faut encore qu'il soit accordé par les autorités compétentes. Mais les autorités compétentes, ils ont surtout la préoccupation que les choses ne soient pas lourdes pour vous. Et la raison pour laquelle on a mis ça en place, eh ben, c'est que alors, juste avant de dire ça, donc tous les 6 mois, il y aura une évaluation à Dijon. Et la raison pour laquelle on a mis ça en place, c'est parce que quand on va mettre en place le lithium au départ, eh ben, il va y avoir des prises de sang pour équilibrer le médicament.
et des visites pour regarder qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et donc, on ne voulait pas imposer, si jamais il y avait une phase placebo, à ce que vos enfants aient ces visites et ces prises de sang pour rien s'il avait le placebo, et du coup qu'ils les aient 2 fois dans ce cas-là, à partir du moment où ils commençaient le lithium. Donc le but est que, maintenant, ceux qui seront en décalé, eh ben, ils auront, leur phase d'équilibration au moment où ils débutent le lithium. Et donc tout ça, les petites flèches qui sont marquées là en orange-rouge, ça sera dans votre centre local. Vous n'aurez pas à revenir à Dijon pour ça, et ça sera Maxime Lou qui sera en contact avec, les médecins de proximité pour, recueillir, équilibrer le traitement, recueillir les questions sur les éventuels, effets secondaires, et puis après il y a 30 jours de suivi, comme toujours après un médicament, où on suit après l'arrêt du médicament. Une petite, info, il est possible que ce même essai soit, mis en place à Manchester en Angleterre, parce qu'on a été contacté par l'équipe de Manchester avec qui on travaille beaucoup et qu'on connaît bien, et qui ont, en Angleterre, comme pour nous, hein, des personnes qui sont porteurs de mutations, TBR1, et qui ont entendu parler de cet essai en préparation, en France, et qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de cet essai en Angleterre. Les Anglais ne peuvent pas venir en France pour participer à un essai en France, c'est la régulation du médicament. Par contre, on a donc, ils sont en train de signer un accord de confidentialité où on leur a transmis l'essai qu'on a, travaillé, et du coup, ils seront susceptibles de proposer le même essai en Angleterre, et dans ce cas-là, on pourrait mettre en commun nos résultats. Et dernière diapositive, du coup, c'est Maxime qui prend la suite pour vous parler du lithium. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous a dit le professeur Fèvre, donc le lithium, c'est un vieux médicament. Donc, l'avantage, c'est qu'on connaît bien son profil de sécurité, hein, puisque c'est un médicament qui initialement est donné dans le traitement des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs. C'est un médicament psychorégulateur. C'est un médicament qui se prend en 2 fois. Alors, il existe une version en 1 fois, mais là, dans le cadre de cet essai, on ne peut pas le donner parce que ce serait un dosage trop fort. Et donc là, on le prendra en 2 fois, matin et soir, pendant les repas. C'est quelque chose qui est très important, ça doit se donner pendant les repas, généralement en fin de repas. Le dosage, il se fait en fonction du poids. Et donc, comme on vous a expliqué, ce n'est pas un médicament qu'on peut donner à la dose d'emblée maximale, puisqu'en fait, le médicament va doucement diffuser, en fait, pour faire simple, diffuser dans le corps, et la concentration va monter progressivement sur la première semaine, sur les 2 premières semaines. La particularité de ce médicament, c'est un médicament qu'on appelle un index thérapeutique étroit, c'est-à-dire qu'en fait, il doit rester dans une concentration sanguine dont la marge est très faible. C'est-à-dire que si on est en dessous de la concentration qu'on souhaite, on sait qu'on n'aura pas d'efficacité. On a très peu de chances d'avoir une efficacité et on risque d'avoir que des effets indésirables potentiels. Et à l'inverse, si on est trop haut en concentration, on aura rapidement un surdosage, et le lithium, lorsqu'il est en surdosage, peut entraîner des effets qui sont neurologiques. On verra, je vous expliquerai rapidement juste après, neurologiques, cardiaques et rénaux, et c'est pour ça que dans les contre-indications, on avait mis les patients qui ont des problèmes de reins et des problèmes cardiaques, qui ne peuvent pas rentrer dans l'étude parce qu'ils sont trop à risque. Donc pour ça, en fait, le seul moyen qu'on a de vérifier la concentration, ce sont les prises de sang. Et donc il y a un protocole de vérification de la concentration qui est un protocole bien calibré, hein, qui existe depuis des dizaines d'années, qu'on utilise dans le soin courant, qui est qu'on va devoir faire, les premiers jours, on va devoir faire des prises de sang tous les 4-5 jours pendant les 20 premiers jours, qui est le temps pour arriver à l'équilibre, hein, le temps que la concentration se stabilise dans le sang. Puis après, on fera une prise de sang par semaine pendant 1 mois, et après, on fera une prise de sang par mois. Donc, vous voyez d'emblée que ça fait quand même beaucoup de prises de sang,
malheureusement, on ne peut vraiment pas s'en passer par rapport aux caractéristiques du médicament. Après, lorsque on est dans cette zone thérapeutique, lorsqu'on est à bonne concentration, c'est un médicament qui est plutôt bien toléré et pour lequel, en fait, on a quelques effets indésirables qui sont bien connus, mais qui sont pas graves dans le sens où il n'y a pas de conséquences pour la suite. Le premier, c'est que c'est un médicament qui peut donner très soif. Ça, on sait que les patients sous lithium, ils ont régulièrement soif. Et donc, bah, voilà, si jamais le patient est sous lithium, bah, on sait que généralement que bah, voilà, il va demander souvent à boire, ce qui n'est pas forcément très grave, hein, il peut boire à sa soif. Le deuxième, c'est que ça peut entraîner des troubles digestifs, en particulier des nausées et des épisodes de diarrhée, surtout en début de traitement, le temps que le corps s'habitue. Une fois que le corps s'habitue, en fait, il s'adapte au traitement et le transit s'adapte et on arrive à retrouver un transit normal. Voilà. Ce sont les deux principaux. Il y a aussi des tremblements des extrémités qui ont été décrits chez des patients qui prennent du lithium depuis très longtemps, ce qui ne sera pas le cas là, puisqu'on va le prendre pour 2 ans. Mais voilà, on ne peut pas considérer que vraiment ça va être du traitement chronique. Ce qu'on va surtout surveiller cliniquement, ce sera en cas de surdosage. Et ça, du coup, les médecins qui seront référents sont bien informés et seront réinformés des signes de surdosage. Et donc, au moment de l'étude, pour les parents, pour les patients qui rentreront, les parents et les encadrants qui suivront le patient, on les rebriefera bien sur les signes à surveiller de surdosage, qui sont principalement neurologiques, donc du style des tremblements, des maux de tête, digestifs, et puis voilà. Après, il y a d'autres signes cardiaques et rénaux, mais là, qui ne sont pas des signes très visibles, en fait. C'est à la prise de sang et au bilan qu'on verra tout ça. Voilà pour le lithium. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le lithium, mais vraiment, les grandes lignes, ce sont celles-là. Ok, donc bonjour à tous, je suis Laurence Gégaud, je suis chercheure dans l'équipe GAD, du coup, qui est associée au Centre de génétique. Et je vais en effet vous parler d'une nouvelle technologie prometteuse pour les tests de thérapie sur des cerveaux en 3 dimensions qu'on crée en laboratoire. Donc cette technique est basée sur l'utilisation de cellules souches pour générer des mini-cerveaux en laboratoire. Ces mini-cerveaux sont aussi appelés des organoïdes cérébraux. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer très brièvement ce que sont les cellules souches. Alors, après la fécondation, l'œuf va se développer grâce à la multiplication des cellules qui le composent. Et ces cellules sont des cellules souches. Elles sont à l'origine de tous les types cellulaires que nous avons, qui vont constituer les organes du futur être humain. Donc, par exemple, ces cellules souches vont pouvoir faire du cœur, faire du foie, du muscle et du cerveau. Et une fois qu'elles se sont spécialisées dans un organe, elles ne s'appellent donc plus cellules souches, mais elles s'appellent neurones, cellules musculaires, globules blancs, cellules de peau, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe pour que chaque être humain soit construit. Au laboratoire, nous avons aussi la possibilité d'avoir des cellules souches. Donc, comme le disait Laurence, les patients qui consentent à une prise de sang ou à une biopsie de peau, grâce à ces cellules qu'on va récupérer, on va pouvoir les reprogrammer au laboratoire pour qu'elles redeviennent des cellules souches. Ces cellules souches, en termes scientifiques, sont appelées des iPSC, pour cellules souches pluripotentes induites, donc induites parce qu'à la base, ce n'étaient pas des cellules souches, c'était des cellules de peau ou des cellules de sang. Et pluripotentes signifie qu'elles sont dans un état comme les cellules qui étaient au niveau de l'œuf, c'est-à-dire qu'elles sont capables de donner naissance à tout type cellulaire. Donc là encore, on peut faire à partir de ces cellules en laboratoire du cœur, du poumon, du foie, du cerveau. Donc nous, au laboratoire, on va pouvoir les cultiver en présence de réactifs qui sont nécessaires pour induire leur spécialisation. Donc nous, dans notre intérêt, c'est donc de faire des neurones ou même de générer ces petits organoïdes cérébrales que vous voyez dans la boîte de Petri à côté, là, qui est une structure en 3 dimensions dans laquelle vont se développer des neurones.
Donc, les mini-cerveaux qu'on va pouvoir générer à partir des cellules de patients vont être comparés à ceux obtenus à partir des cellules de témoins sains. Et on va pouvoir étudier leur développement, regarder s'il y a des phénomènes anormaux de prolifération ou de mort de neurones, par exemple. On va pouvoir aussi étudier leur morphologie, leur taille. Ce sont des petits organoïdes qui vont faire jusqu'à 5 mm de diamètre. Et on va pouvoir aussi étudier leur architecture interne. Enfin, on peut aussi étudier leur fonction, car après 3 mois de culture, ces mini-cerveaux sont dotés d'activité électrique. Donc l'activité électrique, représente la fonction cérébrale, comme dans notre cerveau. Et donc le but de ces expériences et de comparaison entre les patients et les témoins sains va être d'essayer de trouver des anomalies de structure ou de fonction qui pourraient expliquer la pathologie du patient. Donc ensuite, pour nous, l'étape idéale, c'est de tester des molécules pharmacologiques en culture pour voir si on peut réparer les défauts qu'on aura préalablement observés. Donc dans le cas de la mutation pour TBR1, le projet serait donc d'abord d'étudier le développement et la fonction des mini-cerveaux provenant des cellules souches de patients, de mettre en lumière les anomalies de structure ou de fonction par rapport à des organoïdes issus de témoins sains, et ensuite d'étudier l'effet du lithium sur les défauts observés et voir si on restaure une activité cérébrale normale. Donc voilà très brièvement ce que je pouvais vous dire sur ce qui peut être fait en recherche en laboratoire. Donc je vous remercie pour votre attention pour ce court exposé, et je remercie déjà les patients et les familles si vous acceptez de contribuer à ces projets de recherche. Je remercie l'équipe GAD et toutes les tutelles qui sont associées à ce travail. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Laurence, donc moi je suis chef de projet Genida, donc qui est une base de données participative qui a pour but de collecter des données sur différentes formes rares de déficience intellectuelle, accompagnées ou non d'autisme et d'épilepsie. On peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est une base de données qui permet de collecter, donc, comme je le disais, des données directement auprès de vous, donc auprès des parents qui sont donc les personnes les plus à même de connaître la maladie et toutes les comorbidités qui sont rattachées à cette maladie. La base de données, donc, elle est destinée à la fois aux personnes qui ont des manifestations de déficience intellectuelle, mais l'idée, c'est aussi que les données qu'on collecte, elles sont ensuite mises à disposition des cliniciens, des chercheurs qui sont impliqués dans la prise en charge de la maladie et qui potentiellement peuvent mettre en place soit des essais cliniques, soit des études pour approfondir certains aspects du trouble qu'ils veulent mieux comprendre. On peut passer. Donc, le projet, il a été initié en 2014 et a été mis en ligne pour la première fois en 2016. Donc, depuis fin 2016, on collecte des données directement auprès des parents. Donc, bien sûr, on a dû passer par toute l'étape d'approbation par le comité d'évaluation éthique. Les données sont anonymisées et stockées de manière sécurisée. Et on collabore avec un très grand nombre de cliniciens à l'heure actuelle qui nous aident à développer des cohortes ils recrutent les participants en parallèle de notre propre recrutement, et ils participent également à l'analyse des données qu'on a collectées. Et bien sûr, on ne pourrait pas fonctionner sans les associations et les parents, les familles simplement avec lesquelles on collabore, qui remplissent le questionnaire et qui motivent d'autres parents à participer. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que Genida ? C'est un questionnaire qu'on a voulu homogène pour pouvoir comparer aussi toutes ces formes de déficience intellectuelle. Donc, c'est un questionnaire qui est accessible en ligne, qui est actuellement disponible en 8 langues. On veut, comme dit, collecter un maximum de données. Donc, on essaie de s'ouvrir à l'international. On a récemment mis en place la version grecque et on est en train de travailler à une version en turc. C'est un questionnaire qui est plutôt long, ça c'est une critique qu'on nous fait régulièrement, mais on essaye de balayer différents aspects de la maladie, donc on collecte des informations médicales, mais également sur le comportement, la qualité de vie de la personne, des effets indésirables de certains médicaments.
Et le questionnaire, donc comme je le disais, il est renseigné par les parents, mais également par la personne atteinte si elle est en mesure de répondre au questionnaire. Il s'agit essentiellement de QCM, mais on a beaucoup de... Enfin, chaque questionnaire s'accompagne d'un champ commentaire dans lequel vous pouvez rentrer des données textuelles de manière libre, donc, et qui sont en général très, très informatives. On peut passer à la diapo suivante. Donc, alors, vous avez ici une représentation de la participation internationale à Génida au mois de mars, là, actuellement. Donc, on est à on a passé aujourd'hui la barre des 1780 dossiers remplis par les patients, donc toutes maladies confondues. Plus de 60 nationalités représentées et, comme je le disais, une collaboration avec de nombreux professionnels qui participent au recrutement de patients et à l'analyse des données. Diapo suivante. Donc, Génida, comme je disais, c'est plein de maladies qui sont répertoriées avec des cohortes de taille différentes. Donc, les plus anciennes sont un peu nos cohortes historiques qui ont été développées dès le départ, même avant la mise en ligne généralisée du site. Elles ont été développées en collaboration avec le Dr Coulon et le Dr Klefstra aux Pays-Bas. Et donc, forcément, ils ont été impliqués dès le départ dans le recrutement de patients. C'est pour ça que vous voyez que c'est des grandes cohortes, donc avec 250 et près de 200 participants respectivement. Mais on a pas mal de cohortes qui se sont développées un peu plus récemment. Encore une fois, soit à l'initiative d'un clinicien ou à l'initiative d'une association qui a pas mal poussé ses adhérents à participer. Et ça commence à être des cohortes de taille importante qui sont déjà très informatives. On a un taux de recrutement actuellement d'une trentaine de participants par mois qui complètent réellement le questionnaire. Et c'est une participation internationale dans toutes les cohortes. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait un petit focus ici sur TBR1. Donc, comme vous le voyez, la cohorte, elle est balbutiante. On a 6 dossiers qui ont été complétés, dont 3 en France. Mais, encore une fois, participation à l'international. On a vraiment activé le recrutement il y a quelques mois. Donc, c'est pas complètement aberrant par rapport à d'autres cohortes. On a 3 inscriptions également qui sont non finalisées. Donc, c'est des gens qui s'inscrivent et qui ne complètent pas le questionnaire, mais qui sont relancés régulièrement. Alors, à côté de ça, vous avez le premier aperçu statistique des données. Donc, chaque item posé, chaque question va ensuite être représentée statistiquement. Alors, là encore, les statistiques ne se font pas normalement sur 6 dossiers, mais je voulais juste vous indiquer un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc, vous voyez ici, les problèmes digestifs ressortent quand même chez 5 patients sur 6 qui ont répondu au questionnaire. Les problèmes de vision également sont rapportés. Et ce genre de diagramme, donc là, c'est un diagramme qui représente l'intégralité du questionnaire. Il est mis à jour toutes les 24 heures sur le site et il est accessible aux personnes qui ont répondu. Donc, vous pouvez voir un petit peu où se situe votre enfant par rapport aux données statistiques, bien sûr, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Et ensuite, question par question, vous pouvez également avoir des données sur le site directement. Alors, j'avais amendé ma version, mon PowerPoint, bien sûr, ça, je n'ai pas pu le montrer, mais on commence également à utiliser des algorithmes qui nous permettent d'analyser les données que vous apportez en commentaire, donc les textes libres, en prenant en compte les problèmes de langue, puisque forcément, les personnes répondent dans la langue qui est pratique. Et du coup, ce que je voulais vous montrer qui n'apparaît pas là, c'est qu'on a travaillé sur les forces de vos enfants et effectivement, on parle beaucoup de leur aspect jovial et très ouvert. Et en termes de problèmes médicaux majeurs qui apparaissent dans les textes libres pour, encore une fois, ces 6 personnes, l'épilepsie ressortait pas mal. Donc, voilà, c'est des petites choses qui sont faites et qui vont être nourries de votre participation à Génida. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, comme je le disais, le recrutement, c'est en interaction directe avec les associations de patients, la participation à des journées des rencontres comme celle de cet après-midi. Et également, comme le disait quelqu'un au tout début de l'après-midi, c'est la présence sur les réseaux sociaux. On recrute énormément de personnes via les groupes de patients sur les réseaux sociaux. Vous pouvez passer à la suivante.
Donc, comme je disais, donc les professionnels ont la possibilité d'utiliser les données de Genida, soit pour soumettre des questions spécifiques supplémentaires à des sous-ensembles de patients, donc à des cohortes de patients, pour explorer plus en détail un aspect ou un autre de la maladie. Ils peuvent recruter des patients pour des projets de recherche ou des études cliniques et également générer des nouvelles connaissances médicalement significatives qui ensuite sont traduites en une meilleure prise en charge des patients. Et donc, ça peut être notamment, les données peuvent servir à alimenter des documents comme les PNDS en France, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, ou ce qu'on appelle plus largement des guidelines, des recommandations à l'international, et également des articles scientifiques. Donc là, vous avez quelques exemples de ce qu'on a publié l'année dernière et de ce qui est en cours de publication. Voilà. Et donc, pour la suite, je voulais juste vous présenter quelques résultats donc, sur la fameuse cohorte de Coulon-de Vries, qui est notre cohorte principale, qui a été, comme je vous disais, qui compte à peu près 250 patients. Donc, c'est une cohorte qu'on avait figé les données en février l'année dernière, on les a analysées. Donc, on avait 237 participants à ce moment-là. Et à l'époque où on avait démarré le questionnaire, la question portant par exemple sur les problèmes respiratoires, elle n'était pas forcément très détaillée. Et en fait, quand on s'est rendu compte que les problèmes respiratoires dans le syndrome de Coulon-de Vries étaient quand même très souvent rapportés, notamment l'asthme et les pneumonies, et que pour les familles, c'était considéré comme des problèmes assez importants au quotidien. Et en fait, diapo suivante, comme je le disais, ce n'était pas forcément via la question en elle-même, mais c'est par le biais des réponses libres que vous apportez dans les commentaires ou dans les quelques questions qui ne sont pas des QCM au départ et qui apportent vraiment des informations que maintenant, bien sûr, il faut essayer de comprendre parce que ce n'est pas tout de savoir qu'il y a des problèmes respiratoires, mais il faut comprendre le mécanisme qu'il y a derrière pour essayer de mieux prévenir ou traiter ces comorbidités. Diapo suivante. Toujours sur le syndrome de Coulon-de Vries, on a également pu en apprendre un peu plus sur les problèmes d'épilepsie parce qu'il y avait déjà eu une étude qui avait été menée en 2017 sur une petite cohorte qui indiquait des informations similaires à ce que nous, on a trouvé dans Genida, donc une fréquence de 40 à 50% d'épilepsie chez les patients et un âge d'apparition très, très proche de ce qui avait déjà été rapporté. Par contre, notre question sur l'épilepsie, elle apporte beaucoup plus d'informations puisqu'on a détaillé différents types d'épilepsie et les parents peuvent nous indiquer précisément qu'est-ce qui touche leur enfant. Et on a également travaillé avec une experte en pharmacovigilance qui a analysé les données plus spécifiques sur la médication utilisée pour traiter ces épisodes épileptiques et qui a pu donc indiquer que certains médicaments comme le valproate et l'oscarbazépine présentaient un meilleur équilibre entre l'effet bénéfique thérapeutique et moins d'effets indésirables que d'autres médicaments qui étaient prescrits pour l'épilepsie. Alors attention, c'est une étude sur 80 personnes. On sait que d'un pays à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes molécules qui sont prescrites, donc il y a tous ces biais-là. Mais Genida donne des tendances et ensuite, il faut toujours approfondir ce genre de résultats. Diapo suivante. Je ne sais pas si j'ai trop le temps, je voulais encore vite fait vous parler de cette étude qui a été publiée l'année dernière et qui, pour le coup, était plutôt une étude transcohorte qu'on avait menée pendant le confinement pour essayer de voir si le fait d'être confiné induisait une intensification des problèmes de comportement, d'alimentation ou de sommeil chez les personnes avec déficience intellectuelle. Et donc, on a lancé un appel à participation sur les réseaux sociaux et par mail aux participants de Genida. Et en l'espace de 5 semaines, on a eu plus de 200 réponses. On en a gardé 199 après curation de données. Et on s'est rendu compte que donc il n'y avait pas spécialement de différence de fréquence d'intensité des troubles alimentaires et du sommeil, mais par contre une augmentation de l'intensité des problèmes de comportement
chez les personnes avec déficience intellectuelle. Cette sociabilité altérée, elle serait probablement due au fait de l'arrêt des thérapies et de la prise en charge scolaire, donc les changements dans les habitudes, quoi. Donc voilà, Genida, c'est un outil qui permet de mettre en œuvre ce genre d'études rapidement, soit intra-cohorte, soit trans-cohorte, pour apporter des informations utiles. Voilà, diapo suivante. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur notre site, je le remettrai dans le chat tout à l'heure. Et vous pouvez bien sûr nous contacter s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez en apprendre plus sur le projet, si vous avez des problèmes sur le site internet. Voilà, vous avez mon mail, je peux le remettre également dans le chat et Gwendoline le partagera certainement. Et n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ok, parfait. Merci. Alors, du coup, moi, je voulais vous présenter les dispositifs pour créer une association. Voilà, pourquoi monter une association. Donc, j'ai vu qu'il y avait 14 000 associations de patients recensées en France et avec le développement du séquençage au débit de l'exome et du génome, on va y avoir de plus en plus de diagnostics. Et justement, poser un diagnostic, donc poser un nom nommé, permet une identification, de pouvoir se rapprocher avec les familles qui vivent les mêmes difficultés que nous, se fédérer ensemble pour partager le quotidien. Et j'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait une volonté voilà, de partager, d'échanger entre parents. Donc voilà, l'association, elle facilite les échanges. Et en parallèle de soutenir, d'accompagner d'autres parents, d'autres familles, et pour cela, se constituer en association. Alors, le plus souvent, c'est une association dite loi 1901. Ça veut dire qu'elle répond à des critères de l'administration fiscale. Pour être reconnue association de loi 1901, il faut avoir une activité non lucrative, gestion désintéressée et un cercle étendu de bénéficiaires. Une fois qu'on a répondu à ces 3 critères, ça permet pour les particuliers de déduire à hauteur de 66% un don. Donc, j'ai mis un exemple, ça veut dire que si vous recevez un don de 50 €, en fait, la personne, en réalité, paye uniquement 17 €. Il y a des dispositifs aussi spécifiques pour les entreprises. Pour aller plus loin, je pourrais vous envoyer la présentation, on va pas les exposer ici. Et voilà, en fait, aujourd'hui, on n'est plus obligé de demander un rescrit fiscal à l'administration avant de se monter en administration loi 1901, mais c'est quand même recommandé parce que voilà, s'il y a un contrôle et que l'administration considère que c'est pas une association qui poursuit un intérêt général, il vaut mieux avoir fait la demande à l'administration fiscale avant. Donc, le rôle des associations, il est de rassembler, de s'informer sur la maladie, et dans le cadre des maladies rares, le mot informer prend tout son sens. Être écouté, témoigner, défendre les droits des patients et soutenir la recherche scientifique. Donc, j'ai divisé en deux aussi les actions possibles, parce que d'un côté, il peut y avoir une aide, un accompagnement type administratif de soutien, et de l'autre, plus en partenariat avec les équipes médicales. Donc ça, ce sont des actions que vous pouvez mettre dans les statuts si jamais vous décidez de passer à une étape supérieure. Donc, par exemple, permettre aux personnes atteintes de maladies rares et leurs aidants d'être soutenus, informés, de rompre l'isolement, de se soutenir psychologiquement, d'apporter une aide administrative et financière et faire connaître ou reconnaître des affections souvent mal connues. Et pour la partie médicale, c'est de devenir partenaire pour les médecins et les institutions de santé en rassemblant des fonds pour la recherche médicale, en participant à des études cliniques, comme ce qui a été présenté, en donnant leur avis sur leur prise en charge que proposent les médecins et en assurant ainsi une bonne information médicale à vos membres. Donc, faire le choix de créer sa propre association, voilà, c'est pas un choix simple, on verra aussi tout à l'heure. L'association, elle peut porter la voix juste d'un syndrome ou d'une pathologie, ou alors elle peut regrouper plusieurs syndromes ou pathologies.
il est possible aussi au final qu'une association puisse rejoindre une fédération d'associations pour que la fédération puisse accompagner dans son développement l'association. Donc là, je vous ai mis juste 2 exemples d'associations qui regroupent plusieurs pathologies. J'ai mis l'association sans diagnostic et unique qui a été créée par 2 mamans qui étaient en errance de diagnostic, qui avaient pour objet social de rompre l'isolement des familles en errance de diagnostic ou avec un diagnostic ultra rare. J'ai mis aussi l'exemple de Valentin Impact qui fait partie des 81 associations de la filière, qui a été créée par des parents en 93 pour aider les autres parents à rompre l'isolement et qui fédère toutes les familles touchées par une anomalie chromosomique. Les associations qui regroupent un seul gène, donc il y en a pas mal aussi. Donc nous, j'ai mis quelques exemples d'associations du réseau. Il y en a une qui s'appelle Les Extravaillants. C'est une association qui s'est regroupée autour du gène MYT1L. Il y a aussi KCNB1 France, KCNQ2 France Développement et NR2F1 France, donc comme vous voyez, qui portent le nom de la mutation du gène. Donc pour créer son association, dans un premier temps, j'ai mis qu'il fallait l'envie, la motivation et le temps des personnes membres fondateurs. Et il faut aussi après s'acquitter de formalités administratives pour élaborer les statuts de l'association. Et une fois que tout ça et la première étape est déjà bien entamée, se lancer dans la communication. Alors, je vais essayer de passer quand même assez rapidement sur les statuts parce que je ne sais pas vraiment s'il y a une volonté de votre part de vous constituer en association, mais voilà, il faut juste réfléchir au nom que va porter votre association, l'objet social, donc à quelle problématique répond votre association. Donc, j'ai un peu listé tout à l'heure, rompre l'isolement, faciliter les échanges, etc. Définir le siège social de l'association, donc le lieu où va évoluer l'association, où va recevoir les courriers de l'association, la durée, donc normalement on dit que c'est pour une durée indéterminée, et où ce document aussi vous allez pouvoir mettre toutes les modalités de fonctionnement, donc voilà, les conditions d'admission, la dénomination des membres, voilà, toutes les autres modalités. Pour vous aider dans votre démarche, donc vous pouvez me contacter. Je mettrai mon mail sur le chat à la fin de la présentation et vous pouvez également contacter l'Alliance Maladies Rares qui accompagne les associations dans leur création. Donc j'ai mis les coordonnées des 2 personnes que vous pouvez contacter. Donc là, je faisais un petit zoom sur le montant de la cotisation. Donc, c'est ce que vous demandez à vos adhérents de payer chaque année. C'est la principale source de revenus d'une association et en général, elle permet de couvrir donc, les frais de fonctionnement, les frais bancaires, la création du site internet, les abonnements, les frais de déplacement s'il y en a, même si en ce moment on est très visio, et tous les frais qui seront associés à la communication. Donc je vous conseille de ne pas les mettre, d'en parler dans vos statuts, mais plutôt de les mettre dans votre règlement intérieur, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai une association qui m'appelle, qui venait de faire son AG et qui, face au développement du séquençage de l'exome, recevait de plus en plus de familles avec un diagnostic et donc de familles potentiellement susceptibles de rejoindre l'association. Et donc, l'adhésion était à 4 €. Et donc, elle voit qu'elle commence à avoir quand même pas mal d'adhérents. Et donc, elle veut changer le montant de la cotisation. Et du coup, il faut qu'elle fasse une assemblée générale extraordinaire. Alors que si vous mettez que dans les statuts, le montant de l'association est prévu dans le règlement intérieur, vous avez plus de souplesse pour modifier le montant. Donc voilà, là je reviens aussi sur la réflexion sur le siège social, c'est le lieu qui sera déclaré en préfecture. Ça peut être chez la présidente, la trésorière, la secrétaire ou chez un tiers. Donc là j'avais mis des exemples d'objets sociaux, donc c'est vraiment à quelle problématique répond l'association.
Et voilà, donc j'avais un petit conseil de prévoir large et de mettre une petite mention à la fin, parce que peut-être qu'on ne pense pas à tout au début, ou tout autre objet facilitant le quotidien des familles. Alors nous, j'ai mis aussi là d'autres exemples de bien choisir la dénomination sociale de votre association pour que les familles puissent vous trouver facilement. Donc j'avais un exemple, un défi de taille, qui était un nom porteur de sens pour les fondateurs de l'association. Valentin Apac qui portait le nom du petit garçon de la fondatrice, Petit cœur de beurre qui est autour des maladies cardiaques, et extraordinaire autour de X fragile. Ou soit tout simplement le nom autour du syndrome ou du gène. Donc voilà, dans le réseau, on a le syndrome de Rett, le syndrome d'Angelman, ou par exemple, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, KCNQ2 France, voilà, qui porte le nom du gène. Il faut juste vérifier si au niveau des sites internet, il n'est pas déjà pris. Donc si c'est TBR1, j'imagine que non, mais ça vaut le coup de vérifier. Et pour constituer donc une association, il faut au moins 3 personnes, 3 personnes motivées, 3 personnes qui ont le temps. Donc une présidente, une secrétaire et une trésorière, et bien définir les rôles et les missions respectifs de chacun en début de projet. L'association, elle peut aussi se doter d'un conseil scientifique ou conseil médical. Ça, j'en parle pas à chaque fois, mais comme là, vous avez vraiment de la chance que par exemple, cette journée, elle soit à l'initiative d'une équipe médicale, une équipe de recherche. Voilà, je me permettais de faire un zoom là-dessus, qui regroupe les professionnels médicaux et paramédicaux, les spécialistes de la maladie, et qui a pour mission de conseiller l'association sur les questions scientifiques et multidisciplinaires, et pour définir les grandes orientations scientifiques et les modalités de mise en place de programmes de recherche. Et comme ça nous a été présenté voilà, en amont de cet après-midi, je trouvais ça bien d'en parler. Je ne vais pas forcément parler trop des formalités administratives parce que je ne sais pas trop voilà, où vous en êtes, mais voilà, à l'issue de la rédaction des statuts, vous devriez organiser une assemblée générale extraordinaire pour constituer l'association, donc qui réunira les membres fondateurs, qui retracera les statuts. Ensuite, vous ferez un procès-verbal de cette assemblée générale que vous déposerez à la préfecture. Ensuite, que vous déclarez au journal officiel pour que l'association voilà, existe officiellement. Voilà, donc ensuite, il faudra réfléchir aussi à la manière de les subventions de l'association. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec les adhésions, mais il y a aussi les dons, les subventions qu'il va falloir aller chercher, qu'elles soient publiques ou privées. Si vous avez dans votre réseau, il ne faudra pas hésiter à les mobiliser à ce moment-là. Voir aussi dans votre réseau pour du mécénat, du parrainage ou du sponsoring, et pour voir au niveau du financement participatif. Donc ça, je vous conseille d'abord de solliciter votre cercle restreint, de voir dans l'association qui fait partie d'une grosse entreprise peut-être, qui est infographiste, et voilà, ça vous permettra déjà d'économiser sur certains postes. Voilà, donc j'en parlais d'un infographiste par exemple. C'est sûr que c'est plus facile si dans l'association il y a quelqu'un qui sait déjà faire un flyer, qui a déjà fait des sites internet et qui pourra faire ça de manière complètement bénévole pour l'association. Et ensuite, donc on avait vu au niveau de TBR1 qu'il y avait 5 pages Facebook qui étaient assez portées à l'international. Il y avait un groupe en France. Donc voilà, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est plus que nécessaire. Donc voilà, on conseille aussi de prendre du temps pour ouvrir une page Facebook
un compte LinkedIn et de plus en plus, les associations, je vois qu'elles se saisissent d'Instagram. Voilà, ça c'est les 3 réseaux sociaux les plus répandus pour les associations, mais vous pouvez aussi vous créer un compte Twitter. Donc ça, j'avais mis des exemples de logos d'associations. Voilà. Donc, je sais que sur les Extravaillants, c'était une agence de communication qui avait été sensibilisée à l'histoire de la présidente et qui lui avait fait discrètement. Pareil pour SNB1 France, c'était complètement bénévole. Donc, après, c'est un peu dans les détails. Il faut identifier les réseaux qui vont pouvoir vous aider. Donc, les filières de santé maladies rares, comme Handirard, nous, on en est une, avec les centres des références et les centres de compétences. Les réseaux européens, comme le SACA, et les autres associations, plutôt même fédérations, l'Alliance maladies rares, maladies rares en fait service, maladies rares. Et aussi ne pas hésiter aussi en local à se faire connaître au niveau de sa région, de son département et de sa mairie. Parce que je sais que souvent il y a des missions associations avec les mairies qui ont une politique associative assez ouverte. Au niveau des outils de travail pour favoriser le travail collaboratif, j'ai listé quelques outils qui va pouvoir vous permettre de travailler ensemble, mais de manière un peu éparpillée. Donc, Google Drive, sûrement le plus connu. Ensuite, il y a Trello aussi, qui est un outil de gestion de projet. Slack, Miro et Flinga. Et j'ai mis ensuite d'autres outils. Donc, WooClap et Kahoot, c'est pour vous permettre d'interagir en direct dans une formation ou un cours ou dans une présentation que vous voulez faire. Des outils pour se réunir en distanciel. Donc, aujourd'hui, on a avec Teams, mais il existe aussi Zoom et Google Meet. Nous, à la filière, on est sur GoToMeeting. Et souvent, il peut arriver qu'on puisse prêter une salle de manière à ce que les associations puissent échanger. J'ai mis aussi 2 outils de partage pour les fichiers volumineux. Vous connaissez sûrement la Dropbox et WeTransfer. Ça, c'est pas l'objet. Et bon, si vous voulez, comme j'enverrai ma présentation, si ça vous intéresse, j'ai mis les sources spéciales pour les associations. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller voir sur Internet si vous décidez toutefois d'en créer une. Et là, j'ai repéré aussi, donc je n'ai pas testé encore ce dispositif qui s'appelle Guidasso, qui émane du secrétariat d'État de la vie associative de Marlène Schiappa et qui a conceptualisé ce dispositif, donc, qui s'appelle Guide Asso et qui vraiment vous accompagne dans tout le long de votre vie associative.